Le mémorandum pour la réconciliation nationale désormais entre les mains du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le document aurait fait l'objet d'une séance de travail avec le chef de l'État. La CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, l'a officiellement présenté cet après-midi à Ouagadougou. Le mémorandum fait une offre politique. La police municipale a désormais un syndicat, le COPMB, le collectif des policiers municipaux du Burkina. Il entend engager la lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail de ses militants. À Abidjan, ville en fête, le Massa, la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a ouvert ses portes ce samedi. Le Burkina Faso participe à la fête. Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis le 13 février dernier, le mémorandum pour la réconciliation nationale est entre les mains du président du Faso, la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, initiatrice du document, estime avoir accompli sa mission. Reste au chef de l'État d'enclencher le processus de réconciliation. Roch-Marc Christian Kaboré, qui aurait d'ailleurs bien apprécié le mémorandum, selon Ablassé Ouedraogo, qui a présenté le document cet après-midi. Ablassé Ouedraogo, que nous allons écouter dans un instant. Mais avant, un cadre pour plus d'efficacité dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la police municipale. Le COPMB, le collectif des policiers municipaux du Burkina, est né. Un syndicat qui promet de faire aboutir des revendications en souffrance depuis des années. Abdourazak Traoré. Porté sur les fonds baptismaux depuis 1995, soit plus de 2 décennies après, la police municipale n'arrive toujours pas à satisfaire les exigences de ses travailleurs. Après des luttes aussi bien multiples que diversifiées, l'avenir ne s'annonce toujours pas clair pour ces agents de la sécurité communale. Le niveau de recrutement demeure bas, des erreurs persistent dans la gestion des carrières, le reversement des retenues de pension ne sont toujours pas effectifs. Le comité de réflexion mis en place pour dialoguer avec l'autorité, elle aussi n'a pas encore enregistré une évolution. Trop c'est trop, scandons dans les rangs, alors il passe à l'offensive. La création d'un syndicat, le COPMB, le collectif des policiers municipaux du Burkina veut mieux mener la lutte pour l'aboutissement de ces revendications. Notre collectif a pour objectif général la défense des intérêts moraux et professionnels de ses membres. Ces objectifs généraux se déclinent en 5 objectifs spécifiques qui sont: lutter pour la sauvegarde et l'élargissement des libertés démocratiques et collectives. Œuvrer au renforcement de la solidarité entre ses membres. Contribuer à la formation de ses membres. Créer et gérer des structures à caractère social en faveur de ses membres. Œuvrer au rapprochement de ses membres et renforcer la collaboration avec les autres organisations des collectivités territoriales, nationales et ou internationales. Le COPMB va privilégier le dialogue dans sa stratégie de lutte qui sera bientôt mise en œuvre. Une lutte qui piétine toujours malgré les différentes interpellations. Quant à nos luttes que nous avons réellement engagées dans ces temps que vous dites, jusqu'à l'heure que nous sommes, la dernière rencontre de négociation auprès du maire date de mai 2017, excusez-moi. Et jusqu'à l'heure que nous sommes, le COPM n'est pas à mesure de vous dire en réalité, clairement, quelles sont les solutions que le maire a posées. Et il n'y a pour le moment pas de discussion. Mais nous attendons, puisque nous allons rentrer encore en contact avec le maire, nous allons prioriser le dialogue. Le COPMB regroupe l'ensemble des policiers municipaux sur le territoire national. Il a obtenu son récépissé le 13 février dernier et il n'exclut pas de collaboration avec d'autres structures syndicales comme l'UNAPOL, le syndicat de la police nationale. On ne rentre plus à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, comme au marché. Désormais, les contrôles sont systématiques aux portes d'entrée, contrôle d'identité, fouilles, des mesures prises quelques jours après la double attaque terroriste qui a endeuillé la capitale burkinabé. Constat aux portes de l'université, c'est signé Safiatou Baliman et Rémi Lambert Nébier.
Nous sommes à la porte est de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Désormais, pour avoir accès au campus, il faut se plier à cette formalité. Ce sont les cadres Sénibé, les cadres Sénou, et puis bon, on fouille les sacs aussi pour connaître ce qui se trouve à l'intérieur du sac. Bon, c'est juste pour le moment que nous contactons. Tous ceux qui veulent rentrer à l'université présentent leurs pièces. S'ils veulent par exemple rendre visite à quelqu'un, ils laissent sa pièce au poste de contrôle. À sa sortie, il reprend sa pièce et puis il part. Ce contrôle qui s'effectue à toutes les portes d'entrée de l'université a débuté le lundi 5 mars 2018, soit 72 heures après la troisième attaque perpétrée dans la capitale burkinabé. En plus des forces de défense et de sécurité déployées sur les lieux, s'ajoutent les contrôles. C'est une bonne mesure sécuritaire qu'ils ont mis en place. Voilà, ça permettra au moins de savoir qui rentre dans l'université et qui en ressort. Et comme on constate qu'ici, il y a de la masse, donc il faudra on essaie d'ajouter encore plus la sécurité pour essayer de sécuriser un peu plus les gens. Voilà. Une cause qui est normale, donc on doit savoir les causes qui sont ici actuellement, fouiller les différents sacs, regarder les pièces pour contrôler tout ça, pour mettre en œuvre les dispositifs qui sont passés. Certains étudiants pensent tout de même que ces contrôles ne sont pas efficaces. Là, le système de contrôle n'est pas assez efficace. Je trouve que c'est à la hâte, c'est pas très effectif. Puisque je vois des gens qui arrivent à rentrer sans être contrôlés. Si cette nouvelle mesure a été prise pour mieux sécuriser le campus de Zogona, ces débuts d'application rencontrent des difficultés. Il manifeste des choses. Je n'avais pas été informé très tôt. Bon, pour le moment, pas encore, si ce n'est pas les anciens qui en ont. Sinon, les nouveaux n'ont pas encore eu l'accès aux cadres étudiants. Selon les autorités universitaires, cette mesure de sécurité a été également adoptée pour empêcher le passage de certains usagers de l'avenue Charles de Gaulle qui ont pris l'habitude de transformer le campus en un raccourci pour rejoindre la ville. Dans le domaine agro-silvo-pastoral, le rapport sectoriel de performance 2017 de mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social, a été validé. Aménagement hydro-agricole, mise à disposition d'intrants, les acquis sont importants. Des recommandations ont été formulées. Safiatou Balima, Roméo Kouita. Ils sont au total 100 participants constitués des membres du cadre sectoriel de dialogue de la filière agro-silvo-pastorale. Réunis à cet atelier, ils ont pour tâche d'examiner et de valider le rapport sectoriel de performance 2017 de la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social dans le secteur de production agro-silvo-pastorale. En termes d'acquis, vous avez pu constater que l'agriculture a pu mettre à la disposition en fait, des producteurs un certain nombre d'intrants. Au niveau donc de l'élevage également, on a pu mettre en place un certain nombre d'intrants. On a pu également réaliser des aménagements hydro-agricoles, ce qui est important. On a pu également faire des productions en fait d'aquaculture, de la production de poissons. Ces 3 jours d'échange et de réflexion ont permis de faire un diagnostic de la filière agro-silvo-pastorale. Des recommandations ont été faites, parmi celles-ci, l'accélération de l'investissement agricole. On a proposé des recommandations. Parmi les plus importantes, c'est que nous puissions, la recommandation est qu'on puisse accélérer l'adoption des documents stratégiques, notamment du PNSR2, qui n'est pas encore adopté, et également en fait accélérer le code d'investissement agricole, qui est un élément important sur lequel ça va faciliter la mise en œuvre en fait, des activités d'investissement. Le taux d'exécution global est d'environ 64%, un résultat jugé satisfaisant par la coordination des politiques sectorielles agricoles.
En finir avec les pesticides obsolètes en stock dans nos pays. Ils sont engagés pour cette mission. Ce sont des experts de 8 pays du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Réunis à Ouagadougou, ils mènent la réflexion dans le cadre d'un atelier régional sur l'utilisation du système de gestion des stocks de pesticides. Samira Samandoulgou, Rémi Lambert, Nevier. Éliminer les pesticides obsolètes et assainir les sites contaminés par les pesticides. Ce sont les objectifs du projet FAOFEM. Et pour que cette vision devienne réalité, il a organisé à Ouagadougou un atelier régional de formation sur les systèmes de gestion des stocks de pesticides. Vous savez que dans nos pays, nous avons à gérer des pesticides d'une manière générale. Et vous savez bien que les pesticides sont des produits chimiques très dangereux, mais utilisés dans l'agriculture. Alors il arrive souvent que nos pays détiennent des stocks de pesticides obsolètes. Donc cet atelier-là est fait suite d'abord à un premier atelier qui a eu lieu en août Burkina Faso ici, qui a consisté d'abord à former des enquêteurs pour réaliser un inventaire national. L'objectif de l'atelier est d'outiller les acteurs pour une meilleure utilisation du système de gestion des stocks de pesticides. Les participants ont été formés sur l'utilisation du système Pesticide Stock Management System PSMS. Une fois que les données sont saisies dans cette base, on peut discriminer et voir la priorité à accorder aux dépôts qui sont les plus dangereux et qui pourraient faire l'objet de priorité en matière d'élimination. Donc ce logiciel nous permet donc après de prioriser les pesticides, les stocks en fonction donc de ce que des contenus de ces dépôts, en fonction de leur proximité par exemple avec un environnement qui peut polluer assez facilement. L'atelier sur la gestion des stocks de pesticides fait suite aux activités d'inventaire des pesticides obsolètes réalisées en 2017 dans 8 pays membres du projet. En plus de la gestion des stocks de pesticides, le projet FAOFEM se fixe d'autres champs d'action. La première composante, c'est l'élimination effective des stocks de pesticides. La deuxième composante, c'est également nous débarrasser de tout ce qui est emballage vide de pesticides, comme vous le savez, qui quelquefois cause des dommages, parce que souvent très mal utilisés. La troisième composante, c'est aider les institutions sous-régionales à asseoir une réglementation commune. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs règlements et ce n'est pas intéressant. Et la quatrième composante, c'est de chercher des alternatives aux pesticides chimiques, notamment en mettant à la disposition de nos producteurs et des États des biopesticides. Cet atelier est organisé avec le concours du ministère de l'Agriculture burkinabé, du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du Fonds mondial de l'environnement. Il s'appelle Moussa Koné, c'est lui le nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture des Cascades. Élu en janvier dernier, il a été officiellement installé avec 4 autres membres de son bureau exécutif. Le tout nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture des Cascades s'est donné pour défi majeur la révalorisation de l'image du paysan dans la région des Cascades. Arsène Konditamde. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions. Pour les 5 années à venir, c'est Moussa Koné, le nouveau patron de la Chambre régionale d'agriculture de la région des Cascades. Une région à forte potentialité agricole, mais dont la plus grande province qu'est la Comoé connaît un déficit céréalier. Le tout nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture souhaite donc faire changer la donne pour les prochaines campagnes agricoles. Pour y parvenir, il compte d'abord redorer le blason des paysans de la région. Aujourd'hui, la réalité de notre agriculture nous impose à tous, directement ou indirectement, et pas demain, mais maintenant même, des changements de paradigme et de pratique. Si nous voulons que le secteur qui touche 80% des Burkinabés soit compétitif, moins pénible, attractif pour les jeunes et profitable aux femmes. Et cela passe par la revalorisation de l'image du paysan burkinabé à travers l'instauration d'une carte professionnelle agricole. L'accès de tous aux innovations
aux informations techniques, commerciales et scientifiques. La résolution dans le meilleur délai de la problématique du crédit et de l'assurance agricole. Pour réussir sa mission, le nouveau bureau de la Chambre régionale d'agriculture des Cascades peut compter sur l'accompagnement des élus locaux et des fils et filles de la région. Le conseil municipal de Bafoussam, au regard de la place qu'occupe l'agriculture dans la commune, attend apporter sa contribution pour la promotion de ce secteur. En effet, sur une population estimée à 160 000 habitants en 2016, 47 000 vivent en zone rurale, soit 30% de la population totale. C'est pourquoi le conseil municipal, dans l'axe stratégie numéro 2 du programme de son mandat, intitulé Promouvoir le développement économique local, attend apporter sa contribution dans l'organisation et le renforcement des capacités des acteurs économiques intervenant dans le secteur agricole. Je vous rassure de notre ferme volonté à vous accompagner tout au long de votre mandat. Je ne saurais terminer mes propos sans exhorter à l'union sacrée autour de vos intérêts communs. Moussa Kone, pour sa nouvelle mission, est accompagné par un bureau exécutif de 5 membres et d'une assemblée consulaire régionale de 15 membres. Moussa Kone est également le président de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina Faso. Je vous le disais en début du journal, depuis le 13 février dernier, le mémorandum pour la réconciliation nationale est entre les mains du président du Faso, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, initiatrice du document, estime avoir accompli sa mission. Reste au chef de l'État d'enclencher le processus de réconciliation. Rochma Christian Kaboré, qui aurait d'ailleurs bien apprécié le mémorandum, selon Ablassé Ouedraogo, qui a présenté le document cet après-midi. Je vous invite à l'écouter. Faite par la CODER, c'est notamment de garantir à notre pays la justice, la paix et la réconciliation nationale. Le deuxième axe, c'est remettre la nation au travail. Troisième axe, remettre l'économie nationale sur les rails, relancer l'économie nationale. Et le quatrième axe, c'est sauvegarder la démocratie. Ça, c'est un rappel que je fais. Le deuxième rappel que je voudrais faire, c'est que quand on veut parler de réconciliation nationale, il ne faut pas se figer sur le passé. Il faut accepter de considérer le passé comme quelque chose qui existe. On ne l'efface pas, on ne l'oublie pas. Mais ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir et de nous projeter sur l'avenir. Le troisième rappel que je veux faire, c'est de dire que la réconciliation nationale ne saurait être l'affaire d'un individu ou d'un groupe d'individus. La réconciliation nationale, c'est l'affaire de tous et ensemble. Et le dernier rappel que je veux faire avant d'aller dans le contenu du mémorandum, c'est de dire que la responsabilité de la réconciliation nationale échoit naturellement au président du Faso, qui est le garant constitutionnel de l'unité nationale. Le décor étant ainsi campé, nous allons aller dans le contenu du mémorandum. Il faut tout de suite dire qu'au Burkina Faso, la question de la réconciliation nationale n'est pas une nouveauté. De nombreuses expériences en la matière ont été vécues. Et la réconciliation nationale a toujours pris des allures d'un travail de Sisyphe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on pensait être tout proche de l'aboutissement heureux et salutaire, les intérêts égoïstes des uns et des autres faisaient capoter le processus et il fallait tout recommencer. La CODER a utilisé dans le déroulement de son travail l'approche participative. Cela a consisté à faire des concertations sans exclusive avec l'implication de toutes les composantes de la vie nationale de notre pays et des personnalités concernées ayant eu une expérience avec le sujet. La réconciliation nationale est une impérieuse nécessité et un impératif catégorique pour la cohésion sociale et la construction de l'unité nationale. Et nous disons
toutes les personnes, toutes les personnalités, toutes les structures que nous avons rencontrées ont été unanimes pour dire qu'il y a un besoin de réconcilier le Burkina Faso avec lui-même. Il y a un besoin de réconcilier les Burkinabés entre eux. Et cette réconciliation doit être inclusive, sincère et définitive. Des propos recueillis par Madina Sienou. La participation des femmes à la gouvernance, un thème bien d'actualité. Il a été développé ce samedi à Ouagadougou par une association de femmes. L'autonomisation de la femme et la conciliation vie professionnelle, vie de femme ont également été des axes de réflexion. Natacha Ouedraogo. Elles sont des professionnelles de carrière libérale, des étudiantes, des commerçantes ou même des ménagères. Ces femmes viennent de tous les milieux socio-économiques du Burkina Faso. Elles sont toutes mamans de BPW, le Business Professional Women. Ce 10 mars 2018, elles sont réunies pour réfléchir sur deux thèmes. L'autonomisation de la femme et le droit de la participation à la gouvernance et la conciliation vie professionnelle, vie de famille. Nous avons constaté que généralement, quand les femmes ont une vie professionnelle bien remplie, elles ont souvent quelques difficultés au niveau du couple. Donc nous voulons que, autant que la femme puisse s'épanouir sur le plan professionnel que sur le plan familial également, tout puisse bien se passer. Donc comment coordonner ces deux-là et puis pouvoir être une femme complètement épanouie. Au sein de BPW, l'objectif principal, vraiment, c'est de permettre à la femme de pouvoir s'affirmer de façon professionnelle, de façon dans les affaires, dans le leadership. Ça veut dire qu'il faut que chaque femme puisse vraiment prendre ses responsabilités sur tous les plans. Cette formation, organisée par le Nyang BPW Ouagadougou Kimbi, est saluée et soutenue par l'AINE, le BPW Ouaga Solidarité. Parce que quand on est jeune, on est encore plein d'énergie. Donc les clubs collaborent ensemble pour booster la femme, pour que la femme soit leader dans tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de complexe d'infériorité à BPW. À partir du moment où vous êtes femme, vous pouvez militer en fonction de votre âge. Il y a un premier club qui s'est formé. Le club des jeunes est maintenant au top. Et à l'intérieur de tout le pays, nous sommes donc appelés à booster les femmes pour créer d'autres clubs. Et à l'international, nous organisons pour représenter le pays au niveau des congrès internationaux. Cette formation est la toute première activité de Nyang BPW Ouagadougou Kimbi, qui a été créée en novembre 2017. Le BPW Ouaga Solidarité, lui, est présent au Burkina Faso depuis 2002. Cette ONG œuvre à développer le potentiel professionnel, d'affaires et de leadership des femmes à tous les niveaux. La réflexion également à l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Là, il est question de la gestion des revenus. Quel secret pour mieux gérer ces revenus? Les femmes de l'ONEA ont été édifiées. Kwame Hervé Dapa. Les ressources de quelque nature. Certaines écoutent attentivement, d'autres prennent assidûment des notes. Le sujet est important, comment bien gérer ses revenus en tant que salarié. Pendant près de 2 heures, les deux conférenciers vont donner aux femmes de l'ONEA quelques secrets sur la question. Les secrets, j'avoue qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'on retiendra 3. C'est d'être un salarié bien organisé, bien planifié et très pragmatique. Il n'y aurait jamais de contexte où on recevra un salaire qui nous permette de régler tous nos problèmes. Par contre, il y a que si nous avons de certaines façons de procéder, nous pouvons mieux nous en tirer. Et pour mieux s'en tirer, dira le conférencier, la nécessité de bien mener les projets dits structurants s'impose. Il s'agit de la scolarisation des enfants, la prise en charge des soins de santé et la mobilité, sans oublier l'immobilier. Un projet qui exige un sens de l'anticipation. Vous savez que dans un pays comme le Burkina où le crédit coûte cher, si vous devez faire une maison, c'est un projet de 10 à 15 ans de crédit. Donc si vous ne vous y prenez pas à temps, si vous vous y prenez à 45 ans pour faire votre première maison, le risque que vous alliez à la retraite sans l'achever est là.
Bonne répartition des dépenses, manger et acheter utile, les conseils des conférenciers semblent avoir été bien reçus. À partir de maintenant, je vais appliquer à la lettre ce que M. Yonava a expliqué en répartissant les dépenses. Je suis présentement dans la tranche d'âge où je dois investir dans ma vie pour qu'à la retraite, je n'ai pas de problème. Cette conférence sur la gestion des revenus a été organisée par l'AFO, l'Association des femmes de l'ONEA. Elle entre dans le cadre de la célébration du 8 mars. Une manière d'être dans l'esprit des festivités cette année, un 8 mars porté sur la réflexion. C'est une activité traditionnelle à la GCI, la Jeune Chambre internationale. Les 24 heures du Code de la route cette année, ce sont les élèves du lycée municipal Bambata qui ont été formés sur les dangers liés au non-respect du Code de la route. Natacha Ouedraogo. Elle a décidé de contribuer à la réduction des accidents de circulation à Ouagadougou. La Jeune Chambre internationale, depuis 7 ans maintenant, sensibilise les lycéens et collégiens de la capitale burkinabé aux dangers de la circulation routière. Ce 6 mars 2018, c'est la tradition qui se perpétue. Et ce sont les élèves du lycée Bambata de Ouagadougou qui bénéficient de cette campagne de sensibilisation dénommée 24 heures du Code de la route. Les 24 heures du Code de la route, c'est une activité qui nous permet d'outiller nos élèves, comme l'a dit le président national, parce que nous remarquons qu'à Ouagadougou ici, quand vous vous levez le matin pour aller au boulot, ce n'est pas simple. Les élèves, ils remplissent les rues et la plupart des accidents surviennent par la méconnaissance du code de la route et surtout de ce qu'il faut faire en cas d'accident. Je veux dire le secourisme et les premiers soins. Au total, 400 élèves vont être sensibilisés. Pour le premier responsable du lycée Bambata, cette campagne vient à point nommé. Le choix du lycée municipal Bambata de Ouagadougou pour la réalisation de votre projet de nouveau 24 heures du Code de la route nous réjouit énormément et nous en sommes très reconnaissants. En effet, le lycée municipal Bambata est situé au centre-ville et au bord d'une voie où la circulation est très dense à tout moment. Les élèves sont très souvent victimes des dangers de la route. Cette campagne de sensibilisation vise entre autres à promouvoir la JCI au sein des communautés et à susciter l'intérêt des membres et des élèves aux problèmes de la communauté. La culture, pour boucler ce journal, direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, où la Biennale du marché des arts du spectacle africain, rebaptisée Marché des arts du spectacle d'Abidjan, s'est ouvert ce samedi à la salle François Louga du Palais de la Culture. Des milliers de festivaliers sont présents sur le sol ivoirien. Le Burkina Faso participe à ce rendez-vous festif et économique. L'économie de la culture africaine est en réflexion à cette édition. Le point de la cérémonie d'ouverture avec notre envoyé spécial Alfred Chouye. Le traditionnel aquaba pour souhaiter la bienvenue aux hôtes, et quand il s'agit d'une cérémonie d'envergure, quoi de plus normal que l'hymne national, l'abidjanaise, est ici exécutée par le chœur rédemptionniste. Et c'est parti pour la 10e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, devenu marché des arts du spectacle d'Abidjan, pour ainsi répondre à l'exigence du versant territoire qui caractérise la culture. La 10e édition, qui coïncide avec le 25e anniversaire du Massa, place au centre des réflexions la pérennisation et la viabilité de la culture. Le thème, quel modèle économique pour les arts de la scène, est une invitation à la réflexion et aux propositions pour que la culture serve de mieux en mieux ses créateurs, mais également continue de rassembler les hommes et les femmes. Le Massa, ce sont des milliers de festivaliers venus de 65 pays du monde, dont le Mexique, les États-Unis, la Chine et le Burkina Faso. Un rendez-vous du beau, du savoir et de l'esthétique. Aux côtés des trois grandes disciplines historiques du Massa, en l'occurrence la musique, le théâtre et la danse, se retrouvent aujourd'hui la mode, l'humour, les arts de la rue,
la poésie classique et le slam, cette forme de poésie urbaine. Ces artistes qui viennent retrouver ici les exigences du spectacle vivant pour nous rappeler à tous notre texture d'intelligence et d'affect. Plus de 1000 artistes se produiront sur les scènes du 10 au 17 mars dans les domaines des arts de la scène, du théâtre, du conte, de la musique et de la danse. Et qui mieux que la grande chancelière pour donner les couleurs de ce qui sera le noce d'argent du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. 20h15, le JT Moré avec Rianata Ouina. Moi, je vous retrouve demain, 19h30 pour le 7 Info. Excellent sur le programme sur notre chaîne.